Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, une petite tactique un peu particulière puisque on a voulu suivre une suggestion avisée d'un de nos followers qui nous souhaitait avoir des tactiques sur la défense. Et il a bien raison d'ailleurs puisque la défense, c'est une partie importante un secteur important aux échecs et lorsque vous vous trouvez dans une situation compromise, on va dire, souvent la tactique est un outil indispensable pour essayer de s'en sortir et donc on a décidé aujourd'hui de vous présenter un exemple de tactique en défense. C'est une partie tirée de une position tirée de la partie Lajos Portisch avec les Blancs, le grand maître hongrois, le meilleur joueur du monde de son époque, contre Kasparov, Garry Kasparov, une partie jouée en 1981. Et on voit que les Noirs sont dans une situation en apparence compromise, puisqu'ils ont 2 pions de moins. Mais malgré ce déficit matériel, il faut trouver comment s'en sortir et ne pas perdre cette position. Alors, comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause, à trouver l'idée que Kasparov a utilisée dans sa partie, et ensuite, Laurent va tout vous expliquer, vous faire découvrir la solution. En effet, on va essayer de trouver tout ça. Donc, comme tu l'as très bien dit, les Noirs semblent en difficulté. Alors, ils sont à l'attaque quand même. On connaît le style offensif de Kasparov. Il a une dame dans les parages ici. Pour aller attaquer le roi. La tour est sur la deuxième rangée également, et on a un cavalier à portée de tir, on va dire, du roi. Mais, de la même façon, les Blancs ont bien organisé leur défense. On voit la dame qui protège le cavalier qui coupe la deuxième rangée. La tour en G1 permet de contrôler la case G3 notamment. Donc, il y a pas mal une organisation défensive plutôt efficace de la part des Blancs, et comme tu l'as très bien dit, il y a surtout 2 pions de plus, dont l'un passé ici en plein centre qui menace d'arriver jusqu'à la case de promotion. Donc Kasparov a attaqué dans cette partie, mais son adversaire s'est montré à la hauteur, et comme c'est souvent le cas lorsqu'on attaque mais que l'attaque n'a pas pu réussir, on se retrouve en difficulté, et au lieu de chercher à gagner, on peut se dire comment est-ce que je pourrais sauver la nulle. Alors, sauver la nulle ici, ça passe quasi nécessairement par un échec perpétuel, parce que si on continue par des moyens entre guillemets classiques de jouer avec les Noirs, le pion passé va faire la différence. Le pion passé sur la colonne D va faire la différence. Donc, qu'est-ce qui s'offre à nous ? Pourquoi pas un échec perpétuel lorsqu'on est en train d'attaquer et qu'on n'arrive pas à faire mat. Eh bien, on peut, entre guillemets, se contenter d'un perpétuel, c'est-à-dire on continue notre attaque, mais elle nous rapportera seulement un demi-point au lieu d'un point entier. Donc, pour pouvoir faire ce perpétuel, on aimerait notamment pouvoir donner un échec sur la case F3. On voit que c'est l'une des cases clés de cette position. Malheureusement, cette case est tenue par le cavalier D2. Donc, la première idée qu'on pourrait avoir ici, ce serait d'offrir notre tour pour le cavalier D2. Évidemment, dame prend D2, et après dame F3 échec, on espère par exemple que notre adversaire joue tour G2, et après dame F1, tour G1 et dame F3, la position pourrait se répéter. Malheureusement, les Blancs ne seront pas coopératifs, et ils vont pouvoir jouer l'idée avec dame G2. Et arrivé ici, Romu, soit on a sacrifié une qualité dans le désert, soit on tente notre dernière chance. Ouais, comme tu l'as dit, il y a urgence, il faut agir très vite, et donc il faut essayer de trouver les moyens directs de s'en prendre au roi blanc, puisque tu l'as bien dit, on cherche un échec perpétuel. Donc on voit que la dame toute seule a bien du mal à faire des misères au roi blanc. On pourrait essayer donc de faire intervenir le cavalier, et bien sûr on regarde les échecs en priorité, donc le coup cavalier G3 peut venir à l'esprit. Pour dévier le pion H2 du coup. Ouais, exactement. Donc là, H prend G3 est forcé. Qu'est-ce que ça nous a apporté ? La colonne H vient de s'ouvrir. Donc maintenant, la dame F3 a la possibilité de faire un échec sur la case H5. Et malheureusement pour les Noirs, cette tentative échoue, puisque après le coup dame H2,
les noirs n'ont pas la possibilité de faire dame F3 puisque leur dame se retrouve clouée à cause du roi qui est en H7 en face de la dame H2. Donc on s'aperçoit que l'idée était intéressante, mais qui ne fonctionne pas tactiquement puisque à cause du mauvais placement notamment du roi qui est sur la colonne H. Voilà, du coup ça nous amène toujours au même point, c'est-à-dire qu'il faut anticiper les idées de l'adversaire, quel que soit le moment de la partie, quelle que soit la situation aussi de la partie. On joue aux échecs à deux, il faut anticiper ce que va faire notre adversaire, y compris lorsqu'on est mal et qu'on cherche à se défendre. Donc ce qui est certain, c'est que Kasparov a calculé cette variante et il est arrivé à la conclusion qu'elle ne fonctionnait pas à cause d'un petit détail qui est la présence du roi sur H7 et le clouage final par dame H2 comme tu viens de nous montrer. Et donc tout ceci, ça a amené Kasparov à trouver le coup qui fait nul dans cette position, et qui est le coup roi G8. Alors Romu, ça nous fait sourire, parce que voilà, on a l'habitude de proposer sur cette chaîne des exercices avec des solutions dont le premier coup est souvent un sacrifice, ou en tout cas c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Ici, pour toi et moi, c'est quelque chose de très spectaculaire, mais peut-être que pour d'autres personnes, ce sera un peu surprenant. Oui, parce que c'est un coup silencieux, qui en apparence a l'air inoffensif, mais qui en fait, comment on peut trouver ce coup? En fait, on a illustré l'idée des noirs qui consiste à éliminer le cavalier en D2 pour faire dame F3 suivi de cavalier G3. On a vu que ça ne fonctionnait pas de manière tactique à cause du mauvais placement, notamment du roi qui est sur H7. Et donc Kasparov, bien sûr, a vu la variante que l'on a regardée tout à l'heure et en a conclu qu'il faut retirer ce roi de la colonne H. Et après roi G8, il instaure donc la menace tour prend D2. Et chose qui peut paraître incroyable, les blancs n'ont pas vraiment de moyen de parer la menace tour prend D2. Donc ils ont 2 pions de plus, le trait est à eux. Et il n'y a pas de moyen d'éviter l'échec perpétuel. On va le voir par des variantes concrètes, mais c'est ça qui est incroyable et c'est tout aussi spectaculaire que de faire un sacrifice de dame ou de tour ou de je ne sais quelle pièce sur un roc. C'est vraiment incroyable parce qu'après roi G8, les noirs se sauvent tout simplement. Alors on va montrer la partie peut-être. Donc Portiche du coup utilise son principal atout, c'est-à-dire le pion passé sur la colonne D, et Kasparov a tout bêtement appliqué la menace de perpétuel dont on a déjà parlé. Donc tour prend D2, dame prend D2, dame F3 échec. Si Portiche avait choisi d'interposer sa tour sur G2, on avait l'échec perpétuel par dame F1 et dame F3, et dans la partie il a décidé de permettre à Kasparov de montrer cette jolie variante avec donc après dame G2, le sacrifice en G3 dont on a déjà parlé, et après dame H5 échec, dame H2 est le seul coup, mais avec le roi qui est parti d'H7 pour se mettre en sécurité sur G8, il n'y a plus de clouage de la dame, et donc on applique ici un échec perpétuel qui est assez célèbre parce qu'on le présente notamment dans les livres avec une deuxième dame blanche en G1 à la place de la tour, ça ferait exactement la même chose. Il existera toujours un échec possible, soit sur D1, soit sur F3, soit sur H5, et malgré les 2 pièces pour protéger le roi blanc, il y aura quand même un perpétuel. Donc voilà, après tour G2, dame D1 échec, dame G1 échec, dame G1 pardon, dame H5 échec, et sur tour H2, dame F3. On continue le petit manège comme ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que la partie s'arrête par un perpétuel. Oui, donc c'est effectivement une façon assez connue un schéma en tout cas connu de perpétuel. Alors peut-être on peut se poser la question au lieu de D6, donc Portiche a joué D6 et qui a permis la combinaison, on pourrait essayer peut-être de trouver des idées blanches pour essayer d'empêcher l'idée. Alors déjà il faut noter que si les blancs enlèvent leur tour de G1 et jouent par exemple le très mauvais coup tour D1. Pourquoi je dis très mauvais coup? Parce qu'après cavalier G3 échec, le roi est forcé d'aller sur G1 et cavalier E2 gagnerait la dame et la partie avec. Oui, donc pour éviter de faire match nul, on ne va pas faire exprès de perdre.
Voilà, à moins d'être maso, sinon effectivement, ça serait dommage. Ok, une autre idée qu'on pourrait offrir, ça serait peut-être Dame F2, en se disant on cherche à surprotéger la case F3, mais la dame finalement est en surcharge. Elle doit défendre F3, mais elle doit aussi défendre le cavalier, donc ça ne change rien. On pourrait jouer exactement la même suite, et ça transposerait dans la partie, sauf qu'au lieu du pion en D6, on aurait le pion sur D5. Est-ce que tu as pensé à une autre défense? Bah non, puisque en fait, on voit que le cavalier ne peut pas bouger. La dame, si elle bouge, de toute façon, il y aura tour prendre D2, ça va rien changer Exact. À la variante de la partie. Et donc la tentative, s'il avance le pion, c'est pareil, c'est la suite de la partie. Donc D6, et on a vu ce qui s'est passé. Et donc on l'a dit, la tour ne peut pas vraiment défendre le cavalier D2, puisqu'il y aurait une jolie fourchette à la fin qui mettrait fin aux espoirs des blancs. Donc un très joli coup, roi G8 qui force la nulle, de manière assez surprenante. Et on espère que vous avez apprécié ce joli exemple de défense. C'est peut-être pas si facile, parce que la plupart d'entre vous êtes certainement habitués à chercher des gains et des sacrifices spectaculaires, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais la défense n'est pas à négliger, et souvent un bon défenseur rapporte au moins autant de points qu'un bon attaquant. Donc il faut savoir bien défendre, et calculer en défense, ça peut s'avérer être utile. Donc on espère que cet exercice vous permettra de travailler ce secteur, et on en aura encore d'autres exemples à l'avenir. Et voilà. Donc Laurent, si tu as quelque chose à rajouter. Sinon... Non, c'était extrêmement bien. N'oubliez pas de toute façon que lorsque vous attaquez, vous avez aussi besoin d'anticiper les défenses de l'adversaire. Donc il faut savoir tout faire aux échecs. Malheureusement, on n'est pas toujours du bon côté de l'attaque, mais de toute façon, que l'on soit en attaque ou en défense, il faut anticiper ce que va faire l'adversaire. Donc on doit savoir attaquer, on doit savoir défendre, il faut savoir tout faire aux échecs. Merci Romu. On vous invite comme d'habitude à liker notre vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser aux échecs notre travail quotidien, et on vous dit à très vite sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.